Pensez-y une seconde. Ici, votre amour pour un certain film ou votre dégoût pour une chanson populaire n'était pas vraiment votre choix. C'est l'idée un peu dérangeante de Pierre Bourdieu qu'on explore aujourd'hui. L'idée que nos goûts ne nous appartiennent pas tant que ça. En fait, il serait un langage social qui révèle d'où on vient. OK, allons-y. On aime tous penser que nos goûts sont uniques, que c'est l'expression de qui on est. J'aime ça, j'aime pas ça. Simple, personnel, non? Eh bien, Bourdieu arrive et il vient complètement chambouler cette idée-là. Cette citation que Bourdieu met au tout début de son livre, c'est la clé de tout. Elle nous force à voir la culture, le savoir, pas comme quelque chose d'abstrait, mais comme une vraie richesse, un capital. Un genre de petit pécule intellectuel, comme le dit si bien Claudel. Et c'est là que ça devient vraiment intriguant. Parce que si le goût était 100% personnel, ça serait le chaos total. Les préférences seraient éparpillées tout partout sans aucune logique. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on observe. On voit des tendances, des regroupements clairs. Alors, comment on explique ça? Et voilà la réponse de Bourdieu. Nos goûts ne sortent pas de nulle part. Ils sont façonnés, depuis qu'on est tout petit, par notre famille, puis par l'école. En fait, ils agissent comme des marqueurs, des signaux qui indiquent notre position dans la société. Pour bien comprendre ce mécanisme, il nous faut un outil. Et c'est là que Bourdieu sort une de ses idées les plus célèbres, le fameux concept de capital culturel. Le capital culturel, imaginez que c'est un peu comme la monnaie d'échange du monde de la culture. Ce n'est pas juste d'accumuler des connaissances, c'est surtout de posséder les bons codes pour s'orienter dans cet univers et pour y être reconnu. C'est une idée vraiment forte, ça. Pour apprécier une œuvre d'art complexe, ça ne suffit pas de la regarder. Il faut avoir les clés pour la décoder, le fameux code qui permet de comprendre son style, ses références, son histoire. Sans ce code, on reste un peu à l'extérieur, on se sent complètement noyé. Et ce capital, il y a deux façons de l'avoir. Il y a le capital hérité, celui qu'on absorbe à la maison, presque sans s'en rendre compte. C'est la culture qui a l'air naturelle, innée. Et puis, il y a le capital acquis, celui qu'on va chercher sur les bancs d'école de façon plus scolaire. Et ce que Bourdieu montre, c'est que la société valorise beaucoup plus le premier, celui qui semble venir sans effort. Alors, ces différents bagages culturels, ça mène à quoi? Ça mène à deux manières radicalement opposées de voir l'art et la culture. Bourdieu appelle ça l'esthétique pure et l'esthétique populaire. L'esthétique populaire, c'est celle qui s'attend à ce que l'art soit connecté à la vraie vie. Une photo est belle si elle représente une belle chose, tout simplement. On cherche l'émotion, à s'identifier, peut-être même une leçon de morale. En gros, l'art doit servir à quelque chose. À l'opposé, on a le regard pur. Lui, il se fiche un peu de l'objet. Ce qui compte, c'est pas ce qui est montré, mais comment c'est montré. L'attention est mise sur le style, la composition, la technique. C'est un regard qui demande de prendre ses distances, de ne pas s'impliquer émotionnellement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cette opposition. D'un côté, on veut participer, on veut de l'émotion, un lien avec le quotidien. De l'autre, on est plus dans un jeu intellectuel, détaché, qui valorise la forme avant tout, loin de l'émotion dite facile. C'est vraiment deux mondes. Bon, maintenant, on arrive à la partie la plus fascinante, je trouve. C'est là qu'on voit comment la théorie s'applique dans la réalité. Parce que Bourdieu, il n'a pas juste philosophé, il a fait des enquêtes gigantesques pour prouver ce qu'il avançait. Et ce que ces données ont montré, c'est frappant. Loin d'être aléatoire, nos choix culturels dessinent une véritable géographie sociale. Nos préférences en musique, en peinture, même en bouffe, ça ne ment pas. Ça correspond de façon assez précise à notre place dans l'espace social. Prenez la musique, par exemple. C'est tellement parlant. Une œuvre exigeante, comme le clavecin bien tempéré de Bach, est surtout appréciée par les professeurs et les gens du milieu artistique. Ensuite, Rhapsody in Blue de Gershwin a un goût qu'on pourrait dire moyen et plus populaire chez les cadres moyens. Et le très connu Beau Danube bleu, lui, il domine largement chez les ouvriers et les employés. La hiérarchie des œuvres reflète quasi parfaitement la hiérarchie sociale. Et si on regarde ça selon le niveau de diplôme, c'est la même chose, mais en chiffres. C'est presque mathématique. 65% des gens des classes populaires avec un faible diplôme aiment le Beau Danube bleu. Ce chiffre tombe à seulement 16,5% chez les diplômés universitaires. Et pour Bach, c'est l'inverse. Un miroir quasi parfait, de 1%, on passe à 19%. La corrélation est juste incroyable. Et attention, ce principe-là, ça ne s'applique pas juste à la musique. Bourdieu montre que ça marche pour tout. Les peintres qu'on admire, les sports qu'on pratique et même notre façon de manger. Il oppose le franc-manger populaire au petit plat de la bourgeoisie. La substance contre la manière. Chaque choix nous positionne sur la carte. On arrive maintenant à la grande conclusion. La phrase qui résume toute la pensée de Bourdieu sur le sujet. C'est probablement l'idée la plus percutante de toute son œuvre. La voici. Elle est courte, mais elle est d'une densité incroyable. Écoutez bien.
Le goût classe et classe celui qui classe. OK, décortiquons ça, parce que c'est crucial. Le goût, ça fait deux choses en même temps. Premièrement, ça classe les objets du monde. Ça les organise en catégories, ce qui est beau ou laid, chic ou vulgaire. Mais en faisant ça, ça nous classe nous-mêmes. La personne qui juge est aussi classée par son jugement. Autrement dit, chaque fois qu'on exprime un goût, on ne parle pas juste de l'objet en question, on parle de soi. On envoie un signal sur notre bagage culturel, notre origine, notre place dans la société. Nos goûts, qu'on le veuille ou non, ce sont notre carte de visite sociale. Alors, la prochaine fois qu'on choisit une liste de lecture, qu'on va voir une expo, qu'on regarde un film, la question reste. Au-delà du simple plaisir, quel message social est en train d'envoyer? Qu'est-ce que nos goûts racontent sur nous? C'est une question qui porte à réfléchir.